Dans l'atmosphère tendue de la France d'avant-guerre, le 28 décembre 1936, naît à Clichy-la-Garenne un enfant qui marquera à jamais l'histoire criminelle française. Jacques-René Mézerine voit le jour dans une famille de la petite bourgeoisie parisienne, où son père, André Mézerine, exerce la profession d'architecte avec une respectabilité qui contraste dramatiquement avec le destin tumultueux qui attend son fils. Sa mère, Marguerite Barbin, incarne les valeurs traditionnelles de l'époque, tentant d'inculquer à ses enfants les principes moraux et sociaux qui régissent la société française de l'entre-deux-guerres. La banlieue parisienne de Clichy, où grandit Jacques, représente un microcosme de la France en mutation des années 30 et 40. Cette commune populaire, située aux portes de la capitale, abrite une population mélangée d'ouvriers, d'employés et de petits commerçants qui luttent pour maintenir leur statut social dans une époque marquée par l'instabilité économique et les tensions politiques croissantes. L'environnement urbain de Clichy, avec ses rues animées et ses quartiers contrastés, offre au jeune Jacques un terrain d'observation privilégié des inégalités sociales et des contradictions de la société française. L'enfance de Jacques se déroule dans le contexte dramatique de la Seconde Guerre mondiale. L'occupation allemande, qui transforme profondément la vie quotidienne des Français, expose le jeune garçon à une réalité où les règles habituelles de la société sont suspendues et où la débrouillardise devient souvent une question de survie. Cette période formatrice, marquée par les restrictions, le marché noir et l'omniprésence de l'autorité occupante, influence profondément sa perception de l'autorité et des lois établies. Les témoignages familiaux décrivent un enfant intelligent et charismatique, mais déjà marqué par une tendance à la transgression et un refus instinctif de l'autorité. À l'école primaire de Clichy, ses instituteurs remarquent ses capacités intellectuelles exceptionnelles, particulièrement sa facilité d'élocution et sa capacité à convaincre ses camarades. Cependant, ils notent également son comportement perturbateur et sa propension à défier les règles établies, traits qui annoncent déjà les caractéristiques qui définiront sa personnalité d'adulte. L'adolescence de Jacques coïncide avec la période de reconstruction de l'après-guerre, une époque d'effervescence sociale et de remise en question des valeurs traditionnelles. La France des années 50, marquée par l'émergence de la culture américaine et les transformations sociales rapides, offre aux jeunes de nouvelles possibilités d'expression et de rébellion. Jacques s'inscrit parfaitement dans cette génération de l'après-guerre qui remet en question l'autorité parentale et sociale, mais sa contestation prend rapidement des formes plus radicales que celles de ses contemporains. Au lycée de Clichy, Jacques développe une personnalité complexe, mêlant charme naturel et tendances antisociales. Ses professeurs le décrivent comme un élève brillant mais indiscipliné, capable de performances remarquables lorsqu'un sujet l'intéresse, mais totalement réfractaire à tout ce qu'il perçoit comme contrainte arbitraire. Cette attitude sélective face à l'autorité révèle déjà une caractéristique fondamentale de sa personnalité, sa conviction profonde que les règles ne s'appliquent à lui que s'il choisit de les accepter. Les premières manifestations de son tempérament criminel apparaissent durant ses années de lycée. Les archives scolaires mentionnent plusieurs incidents révélateurs, vol de matériel scolaire, organisation de paris clandestins et même chantage exercé sur des élèves plus vulnérables. Ces comportements, bien qu'encore relativement mineurs, révèlent déjà les traits qui caractériseront ses activités criminelles futures: l'opportunisme, la manipulation psychologique et surtout l'absence de culpabilité face à ses actes. L'influence du contexte familial sur l'évolution de Jacques révèle des dynamiques complexes qui échappent souvent aux analyses simplistes. Malgré l'apparente respectabilité de sa famille et les efforts éducatifs de ses parents, Jacques développe progressivement un sentiment de supériorité qui le place au-dessus des conventions sociales. Cette attitude pourrait résulter de l'écart entre les aspirations bourgeoises de sa famille et la réalité plus modeste de leur situation économique, créant chez lui une frustration qui se traduit par un rejet des limitations que la société impose à son ambition. La fin de ses études secondaires marque un tournant décisif dans l'évolution de Jacques. Plutôt que de poursuivre les études supérieures que sa famille espérait pour lui, il choisit de s'engager dans l'armée française en 1956, attiré par l'aventure et la possibilité d'échapper aux contraintes de la vie civile. Cette décision révèle déjà sa fascination pour l'action et le danger, traits qui caractériseront toute sa carrière criminelle. Son engagement militaire coïncide avec l'une des périodes les plus troubles de l'histoire française contemporaine, la guerre d'Algérie. Cette guerre coloniale, qui divise profondément la société française et remet en question les valeurs républicaines, constitue un laboratoire d'expériences traumatisantes pour toute une génération de jeunes Français. Pour Jacques, l'Algérie représente bien plus qu'une simple affectation militaire. C'est l'école de la violence organisée et de la transgression institutionnalisée. L'expérience algérienne de Jacques
se déroule dans un contexte de guerre asymétrique où les distinctions traditionnelles entre légalité et illégalité s'estompent souvent. Les méthodes employées par l'armée française, notamment l'usage systématique de la torture et les opérations clandestines, exposent Jacques à une réalité où la violence devient un instrument de pouvoir normalisé et où l'autorité militaire légitime des actes qui seraient condamnables en temps de paix. Cette immersion dans un univers de violence légalisée influence profondément sa perception des limites morales et légales. Les témoignages de ses compagnons d'armes révèlent un soldat complexe, à la fois courageux et indiscipliné. Jacques excelle dans les missions dangereuses qui requièrent initiative et audace, mais se révèle incapable de respecter la hiérarchie militaire lorsqu'elle contrarie ses convictions personnelles. Cette attitude lui vaut plusieurs sanctions disciplinaires, mais également la reconnaissance de ses supérieurs qui apprécient son efficacité opérationnelle malgré ses infractions au règlement. L'une des expériences les plus formatrices de son service militaire concerne sa participation aux opérations de maintien de l'ordre et de renseignement. Ces missions, qui l'amènent à côtoyer les milieux de la délinquance algéroise et à utiliser des méthodes d'interrogatoire sophistiquées, lui fournissent une formation pratique aux techniques de manipulation, d'intimidation et de violence contrôlée qui lui serviront dans sa carrière criminelle future. Cette professionnalisation de la violence, sous l'égide de l'institution militaire légitime à ses yeux, l'usage de méthodes brutales pour atteindre ses objectifs. Le retour de Jacques en France métropolitaine après son service militaire révèle l'ampleur de sa transformation personnelle. L'homme qui revient d'Algérie en 1959 diffère profondément de l'adolescent rebelle qui s'était engagé 3 ans plus tôt. L'expérience de la guerre a cristallisé ses tendances antisociales et lui a fourni les compétences techniques nécessaires pour les exprimer de manière efficace. Cette transformation se manifeste immédiatement par son incapacité à se réinsérer dans la vie civile conventionnelle. Les tentatives de Jacques pour mener une existence normale se soldent rapidement par des échecs répétés. Les emplois qu'il occupe successivement, vendeur, représentant de commerce, employé de bureau, ne parviennent pas à satisfaire son besoin d'action et sa soif de reconnaissance. Cette inadaptation à la routine civile révèle l'incompatibilité fondamentale entre sa personnalité transformée par l'expérience militaire et les exigences de la société française pacifiée des années 60. C'est durant cette période de recherche identitaire que Jacques rencontre le milieu criminel parisien qui deviendra son univers de référence. Les bars de Pigalle, les clubs de Montmartre et les arrière-salles des cafés de Belleville constituent un écosystème criminel sophistiqué où se côtoient petits malfaiteurs et criminels confirmés. Cette découverte d'un monde parallèle organisé selon ses propres codes révèle à Jacques l'existence d'une alternative à la société légale qui correspond davantage à ses aspirations et à sa personnalité. La fréquentation du milieu criminel parisien expose Jacques à une culture de la transgression organisée qui séduit immédiatement son tempérament rebelle. Contrairement à la délinquance juvénile de ses années de lycée, le crime professionnel qu'il découvre révèle une sophistication et une rentabilité qui transforment la transgression en véritable profession. Cette professionnalisation du crime correspond parfaitement à son besoin de reconnaissance et à son rejet des limitations imposées par la société légale. Ses premiers crimes organisés révèlent immédiatement les compétences qu'il a acquises durant son service militaire. Les cambriolages qu'il planifie et exécute avec des complices témoignent d'une approche méthodique qui combine reconnaissance préalable, planification détaillée et exécution disciplinée. Cette transposition des méthodes militaires aux activités criminelles lui confère immédiatement une réputation d'efficacité et de professionnalisme au sein du milieu parisien. L'évolution rapide de Jacques dans la hiérarchie criminelle parisienne révèle ses talents exceptionnels d'organisateur et de leader. Sa capacité à recruter des complices, à planifier des opérations complexes et à gérer les risques opérationnels lui permet de constituer rapidement sa propre équipe et de s'affranchir de la tutelle des criminels plus expérimentés. Cette autonomisation précoce annonce déjà son refus futur de toute subordination et sa tendance à privilégier le leadership personnel. Les bénéfices générés par ses premières activités criminelles organisées lui permettent d'adopter un style de vie qui correspond davantage à ses aspirations. L'argent facilement gagné finance un mode de vie ostentatoire, qui contraste radicalement avec la modestie de ses origines familiales. Cette transformation sociale rapide renforce sa conviction que le crime représente une voie d'ascension sociale plus efficace que les méthodes conventionnelles proposées par la société légale. Cependant, cette première période de succès criminel se trouve rapidement interrompue par ses premières arrestations. L'efficacité croissante des services de police français, modernisés et professionnalisés après la guerre d'Algérie,
rend de plus en plus difficile l'exercice impuni d'activités criminelles sur le territoire métropolitain. Jacques découvre ainsi que le passage à l'acte criminel s'accompagne inévitablement de risques qui limitent la durabilité de ses activités. Sa première incarcération constitue une expérience formatrice qui révèle une autre facette de sa personnalité. Loin de l'intimider, l'univers carcéral français lui offre une opportunité d'approfondir ses connaissances criminelles et d'établir des contacts avec des délinquants expérimentés. Cette capacité à transformer les obstacles en opportunités révèle sa remarquable faculté d'adaptation et sa détermination à poursuivre sa carrière criminelle malgré les sanctions judiciaires. L'analyse de sa correspondance durant cette première détention révèle l'évolution de sa perception de la société et de sa place en son sein. Jacques développe progressivement une idéologie de la transgression qui justifie ses activités criminelles comme une forme de résistance à l'hypocrisie sociale et à l'injustice du système économique. Cette rationalisation idéologique de ses actes criminels lui permet de maintenir une image positive de lui-même, tout en rejetant la culpabilité que la société tente de lui imposer. La libération de Jacques, après sa première condamnation, marque le début d'une escalade criminelle qui le mènera progressivement vers les sommets de la notoriété. Loin d'être découragé par l'expérience carcérale, il en tire les leçons nécessaires pour perfectionner ses méthodes et éviter les erreurs qui ont conduit à son arrestation. Cette capacité d'apprentissage révèle une intelligence criminelle exceptionnelle qui transforme chaque échec en opportunité de perfectionnement. L'influence de ses lectures durant sa détention révèle une autre dimension de sa personnalité. Jacques développe une passion pour les biographies de criminels célèbres et les récits d'aventures qui alimentent sa fascination pour les figures de hors-la-loi légendaires. Cette culture livresque de la transgression influence profondément sa conception de sa propre carrière criminelle et contribue à développer son goût pour la mise en scène et la théâtralité qui caractériseront ses actions futures. Les relations sentimentales que Jacques établit durant cette période révèlent la complexité de sa personnalité et sa capacité à maintenir des liens affectifs malgré ses activités criminelles. Son charisme naturel et son intelligence lui permettent de séduire des femmes qui voient en lui une figure romantique de rebelle plutôt qu'un simple délinquant. Ces relations affectives constituent pour lui à la fois une source de soutien émotionnel et une vulnérabilité que ses ennemis pourront exploiter. L'évolution de sa technique criminelle durant cette période révèle une sophistication croissante qui annonce déjà ses futurs exploits. Jacques développe une approche scientifique du crime qui combine études minutieuses des cibles, préparation technique approfondie et exécution disciplinée. Cette professionnalisation de ses méthodes le distingue progressivement des délinquants occasionnels et l'établit comme une figure respectée du milieu criminel parisien. La géographie de ses activités révèle également une ambition territoriale qui dépasse le cadre traditionnel du crime local. Jacques commence à étendre ses opérations au-delà de la région parisienne, explorant les possibilités offertes par la province française et même par les pays voisins. Cette expansion géographique témoigne de sa vision stratégique et de sa compréhension précoce des avantages que procure la mobilité dans l'exercice d'activités criminelles. L'étude de ses méthodes de recrutement révèle ses talents exceptionnels de manipulateur et de leader. Jacques développe une capacité remarquable à identifier les individus susceptibles de rejoindre ses équipes et à les convaincre de participer à ses opérations. Cette aptitude au leadership criminel, combinée à sa charisme personnel, lui permet de constituer des équipes loyales et efficaces qui exécutent ses plans avec la discipline d'unité militaire. Vers la fin des années 60, Jacques Mezrine a achevé sa transformation d'adolescent rebelle en criminel professionnel accompli. Les fondations de ce qui deviendra l'une des carrières criminelles les plus spectaculaires de l'histoire française sont désormais solidement établies. Son expérience militaire lui a fourni les compétences techniques nécessaires. Le milieu criminel parisien lui a enseigné les codes et les méthodes de la profession et sa personnalité exceptionnelle lui donne l'audace et le charisme nécessaires pour ambitionner des exploits qui dépassent l'imagination de ses contemporains. Les origines de la rébellion de Jacques Mezrine révèlent ainsi la combinaison complexe de facteurs personnels, sociaux et historiques qui peut transformer un enfant de la bourgeoisie en ennemi public numéro 1. Cette métamorphose, loin d'être le fruit du hasard, résulte de l'interaction entre une personnalité exceptionnelle et des circonstances historiques particulières qui ont créé les conditions de l'émergence d'une figure criminelle légendaire. L'homme qui s'apprête à défier l'État français et à captiver l'imagination populaire a désormais acquis tous les attributs nécessaires pour entrer dans l'histoire comme l'un des criminels les plus fascinants de son époque.
L'année 1967 marque le véritable commencement de l'ascension de Jacques Mezrine vers les sommets de la notoriété criminelle. Cette période, qui s'étend jusqu'au milieu des années 70, voit la transformation d'un délinquant professionnel talentueux en figure légendaire du crime français. L'évolution de ses méthodes, l'audace croissante de ses opérations et surtout sa capacité exceptionnelle à captiver l'imagination publique font de cette décennie l'âge d'or de sa carrière criminelle et posent les fondations du mythe qui survivra à sa disparition. La rencontre avec Guido Weiss constitue l'un des tournants décisifs de cette période. Ce criminel d'origine alsacienne, plus âgé et expérimenté que Jacques, lui ouvre les portes d'un niveau supérieur de criminalité organisée. Weiss, qui a développé un réseau international sophistiqué, initie Jacques aux subtilités du crime transfrontalier et lui enseigne l'art de la planification à long terme. Cette collaboration révèle immédiatement la complémentarité de leurs talents. Weiss apporte l'expérience et les contacts, Jacques fournit l'audace et l'énergie nécessaires pour concrétiser les projets les plus ambitieux. L'association Mezrine-Weiss se spécialise initialement dans les cambriolages de haute volée qui ciblent spécifiquement les résidences de la grande bourgeoisie parisienne et de l'aristocratie française. Ces opérations révèlent une sophistication remarquable dans la préparation, reconnaissance préalable minutieuse des lieux, étude des habitudes des occupants, utilisation d'équipements techniques avancés et surtout développement d'une connaissance approfondie du marché de l'art et des objets de valeur. Cette spécialisation dans le vol de luxe correspond parfaitement à la personnalité de Jacques, qui y trouve à la fois la rentabilité financière et la satisfaction psychologique de défier directement les élites sociales. L'évolution de la technique opérationnelle de Jacques, durant cette période, révèle une capacité d'innovation remarquable. Il développe des méthodes d'intrusion qui combinent l'usage d'outils techniques sophistiqués avec une compréhension psychologique fine des comportements humains. Ces cambriolages ne se contentent plus d'être des vols, ils deviennent de véritables démonstrations de virtuosité technique qui impressionnent même les enquêteurs chargés de les élucider. Cette dimension artistique de ces crimes contribue significativement à l'émergence de sa réputation légendaire. L'ampleur financière de ces opérations transforme radicalement le mode de vie de Jacques. Les bénéfices considérables générés par ses activités lui permettent d'adopter un train de vie ostentatoire qui rivalise avec celui des élites légitimes qu'il dépouille. Voitures de luxe, restaurants gastronomiques, hôtels prestigieux et voyages internationaux deviennent les éléments d'un style de vie qui exprime sa revanche sociale contre une société qu'il avait initialement exclue de ses privilèges. Cette ostentation calculée participe également de sa stratégie de communication, car elle attire l'attention médiatique et alimente la fascination du public pour sa personnalité. La gestion de ses relations avec le milieu criminel français révèle ses talents diplomatiques exceptionnels. Jacques développe une capacité remarquable à naviguer entre les différentes factions du crime organisé parisien sans s'aliéner aucune d'entre elles. Cette neutralité stratégique lui permet de collaborer avec divers groupes selon les opportunités, tout en maintenant son indépendance opérationnelle. Cette approche flexible contraste avec les loyautés traditionnelles du milieu et révèle déjà sa tendance à privilégier ses intérêts personnels sur les solidarités conventionnelles. L'internationalisation de ses activités commence par l'exploration systématique des opportunités offertes par les pays européens voisins. La Suisse, l'Espagne et l'Italie deviennent les terrains d'expérimentation de ces nouvelles méthodes, chaque pays offrant des spécificités légales et sécuritaires que Jacques apprend rapidement à exploiter. Cette expansion géographique révèle sa compréhension précoce des avantages que procure la mobilité internationale dans l'exercice d'activités criminelles modernes. L'année 1968, marquée par les bouleversements sociaux et politiques de mai 68, offre à Jacques un contexte particulièrement favorable pour ses activités. L'agitation sociale qui paralyse périodiquement les services de police, l'attention médiatique focalisée sur les événements politiques et l'atmosphère générale de remise en question de l'autorité créent des opportunités exceptionnelles pour ses opérations. Cette capacité à exploiter les circonstances historiques pour optimiser ses activités criminelles révèle son intelligence tactique et sa compréhension fine des dynamiques sociales. La diversification de ses activités criminelles durant cette période témoigne de son ambition croissante et de sa volonté de ne plus se limiter au cambriolage traditionnel. Jacques explore successivement le kidnapping, l'extorsion et même le proxénétisme de luxe, chaque nouvelle activité lui permettant d'élargir son réseau de contacts et d'augmenter ses revenus. Cette diversification révèle également sa conception entrepreneuriale du crime, où chaque secteur d'activité représente une opportunité de développement et de croissance. L'épisode canadien, qui débute en 1969, constitue indiscutablement l'un des moments les plus spectaculaires de sa carrière criminelle. L'émigration de Jacques au Québec, officiellement motivée par la recherche de nouvelles opportunités légales,
révèle rapidement sa véritable nature, l'exploration d'un nouveau territoire criminel aux potentialités considérables. Le Canada des années 70, société prospère mais relativement naïve en matière de criminalité sophistiquée, offre à Jacques un terrain d'action idéal pour expérimenter ses méthodes les plus audacieuses. L'adaptation de Jacques à l'environnement canadien révèle sa remarquable capacité d'intégration sociale. En quelques mois, il parvient à établir une façade de respectabilité qui trompe complètement les autorités locales et lui permet de développer ses activités en toute impunité. Cette capacité de mimétisme social, qui lui permet d'adopter les codes comportementaux de n'importe quel milieu, constitue l'une de ses compétences les plus remarquables et explique en partie ses succès répétés. Les crimes commis au Canada révèlent une escalade dans la violence qui marque une évolution significative de sa personnalité criminelle. Les meurtres de Percival Molson et d'Evelyne Le Boutillier, perpétrés durant l'été 1969, franchissent une ligne rouge qui transforme Jacques d'un cambrioleur élégant en meurtrier de sang-froid. Cette transition vers la violence létale révèle la radicalisation progressive de sa personnalité et sa disposition croissante à éliminer physiquement tous ceux qui font obstacle à ses projets. L'arrestation et l'incarcération de Jacques au Canada en 1969 marquent paradoxalement le début de sa transformation en légende vivante. Sa détention au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul lui offre l'opportunité de parfaire sa culture criminelle au contact de détenus expérimentés et de planifier méthodiquement sa future évasion. Cette période carcérale, loin de briser sa détermination, renforce sa conviction que les institutions pénitentiaires ne peuvent pas le contenir durablement. La préparation de son évasion révèle l'ensemble de ses talents d'organisateur et de manipulateur. Jacques développe un plan d'une complexité remarquable qui combine corruption de gardiens, fabrication d'outils d'évasion et coordination avec des complices extérieurs. Cette préparation minutieuse, étalée sur plusieurs mois, témoigne de sa patience tactique et de sa capacité à maintenir la discipline nécessaire pour mener à bien des projets à long terme. L'évasion spectaculaire du 3 août 1972, réalisée en compagnie de Jean-Paul Mercier, constitue l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire criminelle canadienne. L'audace de l'opération, qui implique la neutralisation simultanée de plusieurs gardiens et l'utilisation d'un hélicoptère pour quitter l'enceinte pénitentiaire, dépasse toutes les tentatives d'évasion précédentes par son innovation technique et sa théâtralité. Cette évasion aérienne marque un tournant dans la perception publique de Jacques, qui passe du statut de criminel ordinaire à celui de génie du crime. L'impact médiatique de cette évasion révèle le début de la relation complexe entre Jacques et les médias qui caractérisera le reste de sa carrière. Les journalistes, fascinés par l'audace de l'opération et le charisme du personnage, contribuent involontairement à alimenter sa légende en multipliant les reportages sur ses exploits. Cette médiatisation croissante transforme Jacques en personnage public et lui confère une notoriété qui dépasse largement le milieu criminel traditionnel. La période de cavale qui suit son évasion révèle une autre facette de ses talents, sa capacité exceptionnelle à échapper aux poursuites dans un environnement hostile. Durant plusieurs mois, Jacques parvient à survivre dans la nature canadienne tout en organisant de nouveaux crimes pour financer sa fuite. Cette démonstration de survie révèle les compétences acquises durant son service militaire et sa remarquable faculté d'adaptation aux situations extrêmes. Le retour clandestin de Jacques en France en 1973 marque le début de la phase la plus spectaculaire de sa carrière criminelle. L'expérience canadienne l'a transformé. Il revient avec une réputation internationale, une confiance renforcée par ses succès et surtout une audace qui n'hésite plus devant aucun obstacle. Cette transformation se manifeste immédiatement par l'ampleur et la sophistication des opérations qu'il planifie sur le territoire français. La constitution de sa nouvelle équipe révèle son évolution vers un leadership criminel de dimension supérieure. Jacques recrute des complices selon des critères de plus en plus exigeants, privilégiant les compétences techniques spécialisées et la loyauté absolue. Cette professionnalisation de son entourage criminel lui permet d'envisager des opérations d'une complexité jusque-là inégalée dans l'histoire criminelle française. L'innovation la plus remarquable de cette période concerne sa stratégie de communication avec l'opinion publique. Jacques développe une véritable politique de relations publiques qui utilise les médias pour construire son image de gentleman cambrioleur et de rebelle romantique. Cette manipulation de l'opinion publique révèle une compréhension remarquable des mécanismes de la célébrité moderne et sa capacité à transformer sa notoriété criminelle en capital social. Les braquages spectaculaires qu'il organise au retour du Canada révèlent une escalade dans l'audace qui défie toute logique sécuritaire conventionnelle. L'attaque de banque en plein jour, les hold-up de bijouterie prestigieuse
et même le cambriolage de commissariats de police témoigne d'une audace qui confine à la provocation. Cette escalade révèle que Jacques ne se contente plus de commettre des crimes pour leur rentabilité financière, mais cherche également à démontrer sa supériorité sur les forces de l'ordre. L'évolution de ses méthodes opérationnelles révèle une sophistication croissante qui s'inspire des techniques militaires les plus avancées. L'utilisation de véhicules blindés improvisés, l'emploi d'armements militaires et surtout l'application de tactiques de guérilla urbaine transforment ces opérations en véritables opérations de guerre. Cette militarisation de ses activités criminelles révèle l'influence persistante de son expérience algérienne et sa conception de plus en plus politique de ses activités. La gestion de ses relations familiales durant cette période révèle la complexité psychologique de sa personnalité. Malgré l'intensification de ses activités criminelles, Jacques maintient des liens affectifs avec ses proches et tente même de préserver une façade de normalité familiale. Cette dualité entre vie criminelle et attachement personnel révèle les contradictions internes de sa personnalité et sa capacité remarquable à compartimenter les différents aspects de son existence. L'influence de ses lectures et de sa culture générale sur l'évolution de ses méthodes révèle une autre dimension de son intelligence criminelle. Jacques développe une véritable érudition en matière d'histoire criminelle et s'inspire systématiquement des exploits de ses prédécesseurs pour perfectionner ses propres techniques. Cette approche académique du crime révèle sa conception intellectuelle de ses activités et sa volonté de s'inscrire dans une tradition criminelle d'excellence. L'impact de ces activités sur l'évolution des méthodes policières françaises révèle paradoxalement l'influence positive qu'il exerce sur la modernisation des forces de l'ordre. L'innovation constante de ces techniques oblige la police à développer de nouvelles stratégies d'investigation et à moderniser ses équipements. Cette course technologique entre Mesrine et ses poursuivants contribue significativement à la professionnalisation des services de police français. L'analyse de sa correspondance durant cette période révèle l'évolution de sa perception de sa propre carrière criminelle. Jacques développe progressivement une conscience historique de ses actes et commence à concevoir ses crimes comme des épisodes d'une épopée personnelle destinée à marquer l'histoire. Cette dimension narrative de sa carrière révèle sa compréhension instinctive des mécanismes de construction des légendes et sa volonté délibérée de créer un mythe personnel. La diversification géographique de ses activités durant cette période révèle une ambition qui dépasse largement le cadre national. Jacques établit des contacts avec des organisations criminelles européennes et explore les possibilités de développement international de ses activités. Cette vision globale révèle sa compréhension précoce des évolutions de la criminalité moderne et sa capacité d'anticipation des tendances futures. L'évolution de son style vestimentaire et de son apparence physique durant cette période révèle une attention croissante portée à son image publique. Jacques développe un style personnel qui combine élégance bourgeoise et désinvolture calculée, créant une esthétique du crime qui influence durablement l'imaginaire collectif. Cette attention à l'image révèle sa compréhension de l'importance de l'apparence dans la construction de sa légende. Les relations qu'il établit avec certains journalistes révèlent sa stratégie sophistiquée de gestion de sa notoriété médiatique. Jacques développe des contacts privilégiés avec des représentants de la presse qui lui permettent de contrôler partiellement l'information diffusée sur ses activités. Cette manipulation des médias révèle sa compréhension remarquable des mécanismes de l'opinion publique moderne et sa capacité à utiliser la presse comme instrument de sa stratégie criminelle. L'étude de ces techniques de fuite et de camouflage révèle une maîtrise exceptionnelle de l'art de l'évasion qui dépasse largement les compétences criminelles conventionnelles. Jacques développe un véritable système de fausses identités, de planques sophistiquées et de réseaux de complicité qui lui permettent de disparaître instantanément après chaque opération. Cette expertise en matière de clandestinité révèle l'influence de son expérience militaire et sa compréhension fine des techniques de guerre non conventionnelles. Vers le milieu des années 70, Jacques Mesrine a achevé sa transformation en figure légendaire du crime français. Son ascension vers la notoriété révèle une combinaison exceptionnelle de talents criminels, d'intelligence stratégique et de charisme personnel qui le distingue radicalement de tous ses contemporains. L'homme qui était revenu du Canada avec une réputation locale s'est imposé comme une figure nationale dont les exploits captivent l'imagination populaire et défient l'autorité de l'État français. Cette construction méthodique de sa légende révèle que Jacques ne se contente plus d'être un criminel efficace, mais ambitionne de devenir une figure historique dont la mémoire survivra à sa disparition physique. L'ensemble de ses activités durant cette période témoigne d'une vision à long terme,
qui dépasse la simple recherche de profit immédiat pour viser la construction d'un mythe personnel durable. Cette ambition démesurée, qui transforme chaque crime en épisode d'une épopée personnelle, annonce déjà les confrontations dramatiques qui caractériseront la phase finale de sa carrière et scellera définitivement son statut d'ennemi public numéro 1 de la République française. L'année 1977 marque l'entrée de Jacques Mézerine dans la phase la plus radicale et la plus dangereuse de sa carrière criminelle. Cette période, qui s'étend jusqu'à sa mort en 1979, voit la transformation d'un criminel certes audacieux, mais encore relativement conventionnel en véritable ennemi de l'État français. La déclaration officielle de Jacques comme ennemi public numéro 1 par les autorités françaises ne constitue pas simplement une escalade rhétorique, mais traduit la réalité d'un conflit ouvert entre un individu exceptionnel et l'ensemble de l'appareil répressif de la République. Cette transformation révèle une évolution psychologique profonde de la personnalité de Jacques. L'homme qui avait initialement privilégié la discrétion et l'efficacité opérationnelle développe progressivement une obsession de la confrontation directe avec l'autorité étatique. Cette radicalisation ne résulte pas d'une simple escalade criminelle, mais traduit une transformation idéologique qui transforme ses activités illégales en véritable guerre personnelle contre les institutions françaises. Cette évolution révèle l'émergence d'une dimension politique dans ses motivations qui dépasse largement la simple recherche de profit. L'évasion spectaculaire de la prison de la Santé, le 8 mai 1978, constitue l'événement déclencheur de cette guerre ouverte. Cette opération d'une audace inouïe implique la complicité de visiteurs extérieurs qui introduisent des armes dans la prison la plus sécurisée de France. L'élimination de surveillants lors de cette évasion franchit définitivement la ligne rouge qui sépare la criminalité professionnelle du terrorisme anti-étatique. Cette escalade dans la violence révèle que Jacques ne recule plus devant aucun moyen pour affirmer sa supériorité sur les institutions pénitentiaires françaises. L'impact de cette évasion sur l'opinion publique française révèle l'ampleur de la transformation sociale opérée par les activités de Jacques. Loin de susciter uniquement l'indignation, ces exploits génèrent également une fascination morbide qui divise profondément la société française. Cette polarisation de l'opinion révèle que Jacques est parvenu à transcender le statut de simple criminel pour devenir un symbole des tensions sociales et politiques de la France des années 70. La stratégie de communication développée par Jacques, après son évasion, révèle une sophistication qui dépasse largement celle des criminels conventionnels. Il développe un véritable programme de relations publiques qui utilise systématiquement les médias pour diffuser ses messages et construire son image. Les interviews accordées à des journalistes, les lettres ouvertes adressées aux rédactions et même les communiqués revendiquant ses actions transforment Jacques en acteur médiatique à part entière. Cette professionnalisation de sa communication révèle sa compréhension remarquable de l'importance de l'opinion publique dans sa guerre contre l'État. L'évolution de son discours durant cette période révèle l'émergence d'une véritable idéologie de la rébellion qui justifie ses actions violentes comme une forme de résistance politique. Jacques développe une rhétorique anti-système qui présente ses crimes comme des actes de justice sociale contre un ordre établi corrompu et hypocrite. Cette politisation de ses motivations criminelles lui permet de revendiquer une légitimité morale et de transformer sa guerre personnelle contre l'État en combat pour la liberté individuelle. La sophistication de ses opérations durant cette période révèle une escalade technique qui défie toutes les mesures de sécurité conventionnelles. L'attaque de fourgons blindés en pleine circulation, l'infiltration de commissariats pour libérer des complices et même l'organisation d'embuscades contre des patrouilles de police témoignent d'une audace qui confine à la provocation systématique. Cette escalade révèle que Jacques ne cherche plus simplement à échapper aux forces de l'ordre, mais ambitionne de démontrer publiquement leur incompétence et leur vulnérabilité. L'organisation de son réseau de soutien révèle ses talents exceptionnels de chef de guerre clandestine. Jacques parvient à constituer un véritable réseau de complicité qui inclut des sympathisants idéologiques, des criminels professionnels et même des individus issus de milieux respectables séduits par son charisme. Cette capacité à recruter des soutiens dans tous les milieux révèle l'impact de sa propagande et sa remarquable aptitude à identifier et exploiter les frustrations sociales de son époque. L'innovation la plus remarquable de cette période concerne ses techniques de guerre psychologique contre les forces de l'ordre. Jacques développe une stratégie d'usure qui vise à démoraliser ses adversaires en multipliant les humiliations publiques et en démontrant constamment leur incapacité à l'arrêter. Cette guerre des nerfs révèle une compréhension fine de la psychologie collective et sa capacité à exploiter les faiblesses morales de ses ennemis
pour affaiblir leur détermination. L'impact de ces activités sur l'organisation des forces de police françaises révèle paradoxalement l'influence positive qu'il exerce sur la modernisation de l'appareil répressif. La nécessité de lutter contre un adversaire aussi exceptionnel oblige les autorités à créer des unités spécialisées, à développer de nouvelles techniques d'investigation et à moderniser leur équipement. Cette course aux armements entre Mesrine et ses poursuivants contribue significativement à la professionnalisation des services de sécurité français. La création du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, en 1974, bien qu'officiellement motivée par d'autres considérations, répond en partie à la nécessité de disposer d'unités capables de faire face à des criminels de la trempe de Jacques. Cette innovation institutionnelle révèle que l'État français reconnaît implicitement l'inadéquation de ses moyens traditionnels face à la nouvelle forme de criminalité incarnée par Mesrine. L'évolution de la couverture médiatique de ses activités révèle la transformation de Jacques en véritable phénomène de société. Les journaux populaires, initialement fascinés par ses exploits, développent progressivement une approche plus critique qui reflète l'évolution de l'opinion publique. Cette maturation de la perception médiatique révèle que la société française commence à comprendre la dangerosité réelle du personnage au-delà de son charisme superficiel. L'analyse de ses déclarations publiques durant cette période révèle l'évolution de sa perception de sa propre mission. Jacques développe progressivement une conception messianique de son rôle qui transforme sa rébellion personnelle en croisade pour la liberté individuelle. Cette inflation de son ego révèle les dérives psychologiques qu'engendre son isolement croissant et l'adulation dont il fait l'objet dans certains milieux. L'étude de ses relations sentimentales durant cette période révèle l'impact de sa notoriété sur sa vie privée. Sa compagne, Sylvia Jean-Jacot, partage désormais non seulement sa vie affective, mais également ses activités criminelles, révélant l'influence destructrice qu'exerce sa personnalité sur son entourage immédiat. Cette transformation des proches en complices révèle la capacité de manipulation de Jacques et l'emprise psychologique qu'il exerce sur ceux qui l'approchent. L'innovation tactique la plus remarquable de cette période concerne ses techniques d'évasion et de fuite qui révolutionnent les méthodes criminelles françaises. L'utilisation de véhicules volés préparés spécialement, l'établissement de planques sophistiquées et surtout le développement d'un système de fausses identités particulièrement élaboré témoignent d'une professionnalisation qui influence durablement les pratiques criminelles françaises. L'impact de ces activités sur la législation française révèle l'influence durable qu'il exerce sur l'évolution du système juridique. Les modifications apportées au code pénal, les réformes du système pénitentiaire et l'adoption de nouvelles procédures de sécurité témoignent de la nécessité pour l'État français d'adapter son arsenal juridique à la nouvelle forme de criminalité qu'il incarne. La dimension internationale de sa notoriété durant cette période révèle que Jacques dépasse désormais le cadre national pour devenir une figure européenne du crime. Les médias étrangers, fascinés par ses exploits, contribuent à diffuser sa légende au-delà des frontières françaises. Cette internationalisation de sa réputation révèle l'universalité de la fascination qu'exercent les figures de hors-la-loi, exceptionnelles sur l'imaginaire collectif moderne. L'évolution de ses méthodes de financement révèle une diversification qui témoigne de son ambition croissante. Jacques ne se contente plus des revenus générés par ses crimes traditionnels, mais développe des activités de rançonnement, d'extorsion et même de trafic d'armes qui révèlent sa transformation en véritable entrepreneur de la violence. Cette diversification révèle également sa compréhension de la nécessité de disposer de ressources considérables pour maintenir son train de vie et financer ses opérations. L'analyse de ses techniques de recrutement révèle l'évolution de ses critères de sélection des complices. Jacques privilégie désormais les individus motivés par l'idéologie plutôt que par le simple appât du gain, révélant sa volonté de constituer une véritable organisation révolutionnaire plutôt qu'un simple gang criminel. Cette politisation de son recrutement révèle l'évolution de ses ambitions et sa conception de plus en plus messianique de sa mission. L'impact psychologique de ses activités sur la population française révèle l'ampleur de la transformation sociale qu'il provoque. L'inquiétude générale suscitée par ses exploits, combinée à la fascination qu'il exerce sur certains milieux, crée un climat de tension permanente qui influence les comportements sociaux et les débats politiques. Cette capacité d'un individu isolé à influencer l'humeur collective d'une nation révèle l'exceptionnalité de sa personnalité et l'efficacité de ses méthodes de communication. La sophistication de ses dispositifs de sécurité personnelle
durant cette période, révèle sa transformation en chef de guerre clandestine. L'utilisation de gardes du corps, l'établissement de systèmes d'alerte précoce et surtout le développement d'un réseau de renseignement qui lui permet d'anticiper les opérations policières témoignent d'une professionnalisation militaire de ses activités. Cette militarisation révèle sa compréhension que sa survie dépend désormais de sa capacité à anticiper et contrer les actions de ses ennemis. L'évolution de son arsenal durant cette période révèle une escalade dans la puissance de feu qui transforme ses confrontations avec les forces de l'ordre en véritables batailles rangées. L'acquisition d'armements militaires, l'utilisation d'explosifs et même l'emploi de véhicules blindés témoignent de sa détermination à ne pas se laisser capturer vivant. Cette militarisation de son équipement révèle sa préparation à un affrontement final qu'il conçoit comme l'aboutissement logique de sa guerre contre l'État. L'influence de ses lectures durant cette période révèle l'évolution de ses références intellectuelles vers des ouvrages de stratégie militaire et de révolution politique. L'étude des mémoires de révolutionnaires célèbres, des traités de guérilla urbaine et même des biographies de dictateurs révèle sa volonté de parfaire sa formation de chef de guerre et d'apprendre des expériences historiques similaires à la sienne. La gestion de ses relations avec le milieu criminel traditionnel révèle l'évolution de son statut au sein de l'écosystème criminel français. Jacques devient progressivement une figure de référence qui inspire respect et crainte, même parmi les criminels les plus expérimentés. Cette reconnaissance par ses pairs révèle que son influence dépasse largement le cadre de ses propres activités pour influencer l'ensemble de la criminalité française. L'analyse de ses techniques de désinformation révèle une maîtrise remarquable de la manipulation de l'information qui témoigne de ses talents de stratège. L'utilisation de fausses pistes, la diffusion d'informations contradictoires et même l'exploitation des rivalités entre services de police révèlent sa compréhension fine des mécanismes de l'information et sa capacité à exploiter les faiblesses de ses adversaires. L'impact de ses activités sur l'évolution de la culture populaire française révèle la transformation de Jacques en véritable icône culturelle. L'émergence de chansons, de livres et même de films inspirés par ses exploits témoignent de son influence sur l'imaginaire collectif français. Cette appropriation culturelle révèle que Jacques dépasse désormais le statut de simple criminel pour devenir un symbole des aspirations et des frustrations de son époque. L'évolution de sa correspondance durant cette période révèle la transformation de sa perception de sa propre destinée. Jacques développe progressivement une vision héroïque de sa mission qui transforme sa rébellion criminelle en épopée personnelle destinée à marquer l'histoire. Cette mythification de ses propres actes révèle l'ampleur de sa mégalomanie et sa conviction que sa mort éventuelle ne constituera que l'apothéose de sa légende. Vers la fin des années 70, Jacques Mézerine a réussi sa transformation complète d'un criminel exceptionnel en ennemi déclaré de l'État français. Sa guerre totale contre les institutions révèle les limites de la capacité d'un individu, même exceptionnel, à défier durablement l'appareil répressif d'une démocratie moderne. Cependant, cette confrontation révèle également que certaines personnalités hors du commun peuvent, par leur seule existence, remettre en question les certitudes d'une société et obliger l'État à révéler la nature véritable de son autorité. L'ennemi public numéro 1 de la France a réussi à transformer sa rébellion personnelle en phénomène social d'ampleur nationale, démontrant que l'exceptionnalité individuelle peut, dans certaines circonstances, rivaliser avec la puissance collective de l'État. Cette démonstration de force, aussi éphémère soit-elle destinée à être, annonce déjà le dénouement dramatique qui marquera la fin de cette confrontation extraordinaire et scellera définitivement l'entrée de Jacques Mézerine dans la légende criminelle française. Le 2 novembre 1979, vers 17h, la porte de Clignancourt résonne des derniers coups de feu d'une guerre qui aura duré plus de 2 décennies. Jacques-René Mézerine, l'homme qui avait défié l'État français et fasciné une génération entière, tombe sous les balles d'un commando spécialisé dans des circonstances qui alimenteront les polémiques pendant des décennies. Sa mort, sur le siège de sa BMW dorée criblée de 21 balles, marque symboliquement la fin d'une époque et l'entrée définitive dans la légende du plus célèbre criminel de l'histoire française contemporaine. Les dernières semaines de Jacques révèlent l'ampleur de la pression exercée par les forces de l'ordre sur l'ennemi public numéro 1. L'intensification des opérations de recherche, dirigées par le commissaire Robert Broussard, transforme l'existence de Jacques en course permanente contre ses poursuivants. Cette traque impitoyable, qui mobilise des moyens considérables et utilise les technologies de surveillance les plus avancées de l'époque, révèle la détermination absolue de l'État français à en finir avec celui qui avait osé le défier ouvertement. L'opération finale qui mène à sa neutralisation révèle la sophistication des méthodes développées spécialement pour sa capture. L'infiltration de son entourage, l'utilisation de technologies d'écoute avancées
et surtout la patience tactique démontrée par ses poursuivants témoignent de la professionnalisation des services de sécurité français. Cette évolution méthodologique, directement inspirée par la nécessité de lutter contre un adversaire exceptionnel, influence durablement les pratiques policières françaises. Les circonstances exactes de sa mort demeurent entourées de controverses qui alimentent encore aujourd'hui les débats sur les méthodes employées par les forces de l'ordre. Les témoignages contradictoires sur le déroulement de l'opération, les questions soulevées par le nombre de projectiles tirés et surtout l'absence de sommation préalable révèlent l'ambiguïté morale de cette exécution extrajudiciaire. Cette zone d'ombre sur les modalités de sa mort contribue paradoxalement à alimenter sa légende et à maintenir vivace l'intérêt du public pour sa personnalité. L'impact immédiat de la mort de Jacques sur l'opinion publique française révèle l'ampleur de la transformation sociale qu'il avait provoquée durant sa carrière criminelle. La nouvelle de sa disparition suscite des réactions contradictoires qui divisent profondément la société française entre soulagement et nostalgie. Cette polarisation révèle que Jacques était parvenu à transcender le statut de simple criminel pour devenir un symbole des tensions sociales et des aspirations frustrées de son époque. L'analyse des réactions médiatiques à sa mort révèle la complexité de la relation que la presse française entretenait avec ce personnage hors du commun. Les journaux qui avaient largement contribué à construire sa légende de son vivant se trouvent confrontés à la difficulté de concilier la condamnation morale de ses actes avec la fascination qu'exerçait sa personnalité. Cette ambivalence médiatique révèle les contradictions profondes de la société française face aux figures de transgression charismatiques. La transformation immédiate de Jacques en figure mythologique révèle la rapidité avec laquelle l'histoire transforme les personnages exceptionnels en symboles universels. Sa mort, loin de clore son histoire, marque le début de sa seconde vie comme icône culturelle et référence obligée de l'imaginaire criminel français. Cette mythification posthume révèle que certaines personnalités exceptionnelles acquièrent après leur disparition une influence qui dépasse largement celle qu'elles avaient exercée de leur vivant. L'impact sur l'évolution de la criminalité française révèle l'influence durable qu'exercent les innovations méthodologiques développées par Jacques durant sa carrière. Les techniques d'évasion, les stratégies de communication et surtout l'approche théâtrale du crime qu'il avait perfectionnée deviennent des références pour les générations suivantes de criminels français. Cette transmission de savoir-faire révèle que l'élimination physique d'un innovateur ne suffit pas à faire disparaître ses contributions à l'évolution de son domaine d'expertise. L'évolution des méthodes policières après sa mort révèle paradoxalement l'héritage positif qu'il lègue à l'institution qu'il avait combattue. Les unités spécialisées créées pour le combattre, les technologies développées pour le traquer et surtout les procédures d'investigation perfectionnées pour l'arrêter constituent un patrimoine méthodologique qui bénéficie durablement à l'efficacité des forces de l'ordre françaises. Cette amélioration des capacités répressives révèle que la confrontation avec un adversaire exceptionnel peut paradoxalement renforcer l'institution qui en sort victorieuse. L'influence de Jacques sur la littérature criminelle française révèle sa transformation progressive en archétype du gentleman cambrioleur moderne. Les nombreux ouvrages qui lui sont consacrés, des biographies académiques aux romans populaires, témoignent de la fascination durable qu'exerce sa personnalité sur les créateurs et le public. Cette appropriation littéraire révèle que Jacques dépasse désormais le cadre de l'histoire criminelle pour entrer dans le patrimoine culturel français. L'impact cinématographique de sa légende révèle l'universalité de la fascination qu'exercent les figures de hors-la-loi exceptionnelles sur l'imaginaire collectif moderne. Les films qui s'inspirent de son histoire, des productions françaises aux œuvres internationales, témoignent de la dimension universelle de son mythe. Cette transposition cinématographique révèle que certaines histoires individuelles acquièrent une résonance qui transcende les frontières culturelles et temporelles. L'évolution de la perception sociale du crime en France après sa disparition révèle l'influence durable qu'il exerce sur les mentalités collectives. La transformation progressive du regard porté sur les figures criminelles charismatiques, l'évolution des débats sur les méthodes policières et surtout la persistance de la fascination pour les personnalités transgressives révèlent que Jacques a durablement modifié la culture criminelle française. L'analyse de son influence sur l'évolution du système pénitentiaire français révèle l'impact institutionnel de ses évasions spectaculaires. Les réformes sécuritaires, la modernisation des équipements et surtout le développement de nouvelles procédures de surveillance témoignent de la nécessité pour l'administration pénitentiaire d'adapter ses méthodes aux défis posés par des détenus exceptionnels. Cette évolution révèle que l'innovation criminelle peut paradoxalement contribuer au progrès des institutions qu'elle défie. L'étude de sa correspondance posthume révèle la persistance de son influence sur certains milieux criminels européens. Les lettres d'admiration adressées à sa mémoire,
les tentatives d'imitation de ses méthodes et surtout les références constantes à son exemple révèlent que Jacques continue d'inspirer les générations suivantes de criminels. Cette influence posthume révèle la dimension pédagogique involontaire de sa carrière criminelle. L'impact de sa légende sur l'évolution de la culture populaire française révèle sa transformation progressive en figure de référence qui dépasse largement le cadre criminel. Son influence sur la mode, la musique et même le langage populaire témoigne de sa capacité posthume à influencer les codes culturels de la société française. Cette appropriation culturelle révèle que certaines personnalités exceptionnelles acquièrent après leur mort une influence qui s'étend à tous les domaines de la créativité humaine. L'évolution des débats intellectuels autour de sa figure révèle la complexité des questions philosophiques soulevées par son existence. Les discussions sur la nature de l'autorité, les limites de la liberté individuelle et surtout la légitimité de la rébellion révèlent que Jacques continue de nourrir la réflexion sur les fondements de l'ordre social. Cette dimension philosophique révèle que certaines vies exceptionnelles posent des questions qui transcendent leur époque et continuent d'alimenter la pensée collective. L'analyse comparative avec d'autres figures criminelles internationales révèle les spécificités du cas français et l'originalité de la personnalité de Jacques. Sa capacité unique à combiner charisme personnel, innovation technique et théâtralité médiatique, en fait un cas d'étude exceptionnel, qui continue d'alimenter les recherches criminologiques internationales. Cette singularité révèle que certaines personnalités criminelles acquièrent une dimension qui dépasse leur contexte national d'origine. L'influence de sa légende sur l'évolution de la justice française révèle l'impact durable qu'exercent les cas exceptionnels sur l'évolution du droit pénal. Les modifications législatives, les adaptations procédurales et surtout l'évolution de la jurisprudence témoignent de la nécessité pour le système judiciaire d'adapter ses méthodes aux défis posés par des personnalités hors normes. Cette évolution révèle que l'innovation criminelle peut paradoxalement contribuer au perfectionnement de la justice. L'étude de son influence sur l'évolution des techniques de communication criminelle révèle son rôle de précurseur dans l'utilisation des médias comme instrument de légitimation. Sa maîtrise des relations publiques, sa capacité à manipuler l'opinion et surtout son talent pour transformer ses crimes en spectacles médiatiques anticipent l'évolution moderne de la criminalité vers la recherche de notoriété médiatique. L'impact de sa mémoire sur l'évolution de la coopération policière européenne révèle l'influence qu'exercent les cas transnationaux sur le développement de nouvelles formes de collaboration internationale. Les procédures développées pour traquer ces activités internationales, les échanges d'informations qu'elles ont nécessités et surtout les leçons tirées de son cas contribuent au développement de l'espace judiciaire européen moderne. L'analyse de son influence sur l'évolution de la formation policière française révèle l'impact pédagogique de son cas sur les méthodes d'enseignement de la criminologie. L'étude de ses techniques, l'analyse de ses stratégies et surtout l'examen de ses innovations méthodologiques deviennent des éléments standards de la formation des enquêteurs français. Cette utilisation pédagogique révèle que l'excellence criminelle peut paradoxalement contribuer à l'amélioration de l'efficacité répressive. L'évolution de sa représentation dans la mémoire collective française révèle la transformation progressive d'une figure criminelle en symbole culturel national. Cette mutation révèle la capacité de la société française à intégrer ces figures de transgression dans son patrimoine culturel et à transformer ses ennemis d'hier en références contemporaines. Cette réconciliation posthume révèle la maturité d'une société capable de tirer les leçons de ses propres contradictions. L'impact de sa légende sur l'évolution du tourisme criminel révèle l'émergence d'un nouveau type de fascination populaire pour les lieux associés aux figures criminelles légendaires. Les pèlerinages sur les sites de ses exploits, les visites guidées de ses anciennes planques et même l'exploitation commerciale de sa mémoire révèlent la transformation de l'histoire criminelle en attraction culturelle. L'influence de son exemple sur l'évolution de la criminologie moderne révèle l'importance des cas exceptionnels dans le développement des sciences humaines. L'étude de sa personnalité, l'analyse de ses méthodes et surtout l'examen de son impact social contribuent à l'enrichissement de la compréhension scientifique des phénomènes criminels. Cette contribution académique révèle que l'exceptionnalité criminelle peut paradoxalement servir l'avancement de la connaissance. L'analyse de son héritage familial révèle l'impact durable qu'exercent les figures criminelles légendaires sur leur descendance. La nécessité pour ses proches de gérer un héritage à la fois glorieux et encombrant, de concilier fierté familiale et réprobation sociale, révèle la complexité des legs que laissent les personnalités exceptionnelles à leurs héritiers. L'évolution de sa représentation dans l'enseignement de l'histoire française révèle la progressive intégration des figures criminelles dans le récit national. Cette inclusion pédagogique révèle que la société française
reconnaît désormais l'importance historique de certaines personnalités criminelles dans la compréhension de son évolution sociale et culturelle. 44 ans après sa mort, Jacques Mézerine demeure une figure qui fascine autant qu'elle interroge, un symbole contradictoire qui incarne à la fois l'attrait de la transgression et les dangers de l'individualisme extrême. Son histoire, loin d'être simplement celle d'un criminel exceptionnel, révèle les tensions profondes qui traversent les sociétés modernes et les défis permanents que représentent l'intégration sociale, la justice et l'autorité. L'héritage complexe de Jacques Mézerine continue d'influencer la France contemporaine, rappelant que les conséquences des vies exceptionnelles peuvent résonner bien au-delà de l'existence de ceux qui les vivent. Son histoire demeure un avertissement sur les dangers de la marginalisation sociale et de l'exclusion, tout en illustrant la capacité des sociétés démocratiques à intégrer leurs propres contradictions dans leur mémoire collective. Cette chronique de l'ascension et de la chute de l'ennemi public numéro 1 de la France nous rappelle que derrière les légendes se cachent toujours des réalités humaines complexes, des questionnements profonds sur la nature de l'autorité et de la liberté, et des enseignements précieux pour comprendre les mécanismes de la transgression et de la rébellion dans nos sociétés contemporaines. Le mythe Mézerine, dans toute sa complexité troublante, continue de nous interroger sur les limites de l'ordre social, la nature du charisme criminel, et surtout sur notre propre fascination pour ces figures exceptionnelles qui osent défier les règles que nous acceptons collectivement. Son histoire demeure un miroir dans lequel se reflètent nos propres contradictions et nos aspirations secrètes à la liberté absolue. Si cette plongée dans l'univers fascinant de l'un des criminels les plus légendaires de l'histoire française vous a captivé, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Crimes du Sommeil pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la criminalité internationale. Ensemble, continuons à explorer ces destins exceptionnels qui, par leur démesure même, éclairent notre compréhension de la nature humaine et des sociétés dans lesquelles nous vivons.